Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Le FMI, le Fonds monétaire international, a salué cette semaine les progrès enregistrés par le Togo dans le secteur de la finance inclusive. Des progrès très importants qui ont amené le FMI à citer l'exemple du Togo qui a mis en place des mécanismes à l'instar du FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, qui se veut une réponse institutionnelle à l'exclusion financière des couches vulnérables. Un mécanisme approprié mis en relief par le FMI et qui balise la voie à la lutte contre la pauvreté. Joseph Anégan. La faim est une nécessité impérieuse. Il n'y a pas de fatalité, il faut se battre. Et c'est exactement ce que nous faisons au Togo. Ces propos sont ceux du président de la République, Faure Gnassingbé, s'exprimant jeudi dernier à New York lors d'une réunion de haut niveau sur le thème de l'élimination de la faim. Lutter contre la famine, c'est lutter contre la pauvreté. Le Togo, dans ce sens, a mis en place toute une stratégie de combat axée essentiellement sur l'essor de la finance inclusive, la protection sociale et l'utilisation des nouvelles technologies. Bonne nouvelle pour le Togo cette semaine, le Fonds monétaire international a salué les progrès enregistrés par le Togo en matière de finance inclusive. Sur une idée du président de la République, Faure Gnassingbé, le gouvernement togolais a lancé le Fonds national de la finance inclusive FNFI, qui se veut une réponse institutionnelle à l'exclusion financière des couches démunies et vulnérables. Le FNFI, à travers donc ces différents produits, contribue efficacement à lutter contre la pauvreté et donc à créer des activités génératives de revenus à plus de 700 000 personnes. Et le gouvernement togolais n'entend pas s'arrêter là. Le lancement tout récemment du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, illustre fort bien l'engagement et la détermination du chef de l'État à combattre la pauvreté et donc éradiquer la faim. À New York, le président de la République a indiqué que la lutte contre la faim était presque gagnée au Togo, mais que la démarche devrait obligatoirement s'inscrire dans une logique de résilience et de durée. Pour le Fonds monétaire international, le FMI, l'inclusion financière à laquelle est très attaché le gouvernement togolais balise la voie à l'élimination de la pauvreté. Pour cette institution financière, l'inclusion financière est un pilier essentiel du développement économique. Le gouvernement togolais a mis en œuvre ces dernières années plusieurs projets et programmes en faveur des jeunes entrepreneurs avec un appui financier d'une série de structures dont le FAEJ pour leur permettre de créer leurs propres entreprises. Le résultat aujourd'hui est satisfaisant, c'est le constat fait par la ministre en charge du développement à la base en visite dans certains ateliers des bénéficiaires. Sylvia Abdou. La promotion des pailles traditionnelles est l'activité phare développée dans ce centre artisanal. À l'affiche, des ateliers de haute couture, de vannerie, de tapisserie et de cordonnerie. Son promoteur, Abel Soumana, un jeune entrepreneur installé à Dapan dans le Toun. Il a été soutenu dans ce projet par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ avec un montant global de 4 millions de francs CFA. Ce fonds lui a permis de s'équiper et d'augmenter sa production. Avec plus de 60 apprentis à son actif, il s'estime heureux, surtout de la visite de la ministre Dogbé dans son centre à Dapan. Nous voulons refaire vivre le pain tissé du terroir parce que nous avons constaté que quelque part, nos amis ghanéens, nos amis burkinabés émergent à partir du pain tissé. Donc nous aussi, nous pensons que le Togolais n'est pas du moindre. Il peut faire comme le Burkinabé, il peut faire comme le Ghanéen, même faire mieux.
Avec cet ambitieux programme, beaucoup de jeunes initiateurs de projets se sont lancés dans cette dynamique pour faire de l'inclusion sociale un facteur de réduction de la pauvreté. Lamboni en est un exemple. Malgré son handicap, il a créé, après sa maîtrise en gestion, un établissement de gestion informatique grâce au FAEJ. Installé à Barkwasi, cet espace offre aux jeunes du milieu un moment de recherche et de formation. J'envisage agrandir et renforcer encore le centre en augmentant certains matériaux performants. Parce qu'actuellement, de nos jours, c'est la concurrence et il faut avoir les matériaux très performants pour pouvoir, les équipements pour pouvoir faire face à la concurrence. Ce périple a conduit ensuite la ministre Victoire Tomega Dogbe dans la COSA à la rencontre de Fabrice Cotré, un autre jeune entrepreneur qui lui a bénéficié d'un appui du PRADEB pour l'ouverture de cette entreprise auto-école Le Défi. Gestionnaire de formation, ce projet lui a coûté 2 300 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, il se réjouit de ses acquis. Ce fonds m'a véritablement servi à acquérir une nouvelle voiture aux normes de l'examen de permis de conduire. Ça m'a vraiment aidé au niveau du marketing là, à étendre mes activités. Vu que comme le fonds était conséquent, j'ai pu acquérir la même voiture que l'État utilise pour examiner les élèves. Donc ça m'a beaucoup aidé à avoir plus de clients. Tous ces bénéficiaires sont des diplômés sans emploi qui se sont fixés pour objectif d'orienter leurs chances dans d'autres secteurs d'activité. Et les résultats sont bel et bien là. Ora Sora et son ami, eux, ont focalisé leurs rêves sur l'agriculture. Après leur licence en lettres, ils se sont retrouvés sur ce site à Soumdina pour la culture maraîchère. Avec l'appui du FAEJ, ils ont pu étendre leur surface cultivable. Malgré la distance, la ministre est allée découvrir là aussi les prouesses de ces deux jeunes. Et nous avons reçu au total 3 millions de francs de la part du FAEJ. Et quand nous avons reçu cet argent, nous avons commencé à mettre les équipements comme le puits que voici. Nous avons aussi fait un bâtiment de 2 pièces. Et nous sommes en train de faire un bâtiment d'une pièce où nous voulons faire l'élevage de poules naturelles. Nous avons aussi acheté les tuyaux, la motopompe, l'appareil pulvérisateur, les brouettes et d'autres outillages que nous avons sur notre site. La descente du ministre du Développement à la base sur le terrain est de constater l'effectivité de la gestion des fonds octroyés à ses bénéficiaires afin de les encourager et les inciter à plus d'ardeur. À chaque étape, comme ici à Sokodé, plus précisément au centre de fabrication des batiks, elle s'est félicitée des réalisations faites par ces jeunes entrepreneurs qui font de l'entrepreneuriat un vecteur de développement. À Tandjouar et Akara, la ministre Dobé est allée constater l'état d'avancement des travaux de construction du centre de groupement interprofessionnel des artisans du Togo, JIPATO. Elle a exhorté les bénéficiaires à faire une bonne gestion de ces centres. Sylvia Abdou. La relance du secteur de l'artisanat nécessite l'appui et l'accompagnement des artisans pour faire de ce secteur un véritable levier du développement économique du pays. La construction ça et là des centres de groupement interprofessionnel des artisans du Togo JIPATO conforte cette assertion. Des édifices pour permettre aux artisans de se retrouver et partager ensemble leurs expériences pour plus de créativité et de perfectionnement. Ici à Tandjouar, où ce projet a pris corps, la ministre est allée constater l'état d'avancement des travaux. Ce bâtiment vient à point nommé et ça nous a regardé, ça nous a mené à
mieux faire et ça nous a amené à accorder plus d'importance à la chambre de métier. À Kara, 28 corps de métier vont se retrouver dans leur infrastructure dont ils sont bénéficiaires. Chaque site est doté de matériel d'équipement pour la mobilisation des ressources et pour une meilleure gestion des sites. Les responsables en charge mesurent déjà l'utilité de l'ouvrage qui leur a été construit. L'apprentissage n'a pas de limite. Lorsque nous nous retrouvons ensemble ici, il y a certaines prestations que les autres copient. Et ça permet aux autres de pouvoir grandir dans leurs prestations. Donc ce centre est venu à point nommé. Ce projet est piloté par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Outre le groupement interprofessionnel, d'autres centres ont été également érigés. La maison des jeunes à Dapaon et à Tandjoua, ainsi que la maison de la femme à Soutoubois. À Chikawa, dans l'Abinan, c'est une autre forme de réalisation. Une unité de transformation de manioc implantée au profit de l'union du groupement de Chikawa. Cette unité va leur permettre d'augmenter leur production. C'est surtout aussi pour encourager les artisans du milieu à faire une bonne gestion de ce centre parce que ça coûte beaucoup d'argent à notre pays. Depuis 3 ans, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est lancé dans un projet de rénovation des différents centres de ressources artisanales et qui sont équipés maintenant dans plusieurs préfectures de notre pays. Et donc pour moi, c'est l'occasion aussi de sensibiliser à la bonne gestion de ces différents centres-là. L'Agence nationale d'appui intervient aussi dans les travaux de développement communautaire. Les responsables des CDQ issus de 16 quartiers de Kara ont pour leur part échangé avec la ministre pour mieux planifier et prioriser d'autres projets pour plus d'engagement et de participation au processus de développement. Un nouveau programme vient d'être encore présenté au profit des jeunes. Il s'agit du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs qui consiste à mettre à la disposition des concernés des fonds pour installer de véritables entreprises dans le domaine agricole. Nestor Mouzou nous en dit un peu plus. Dans sa volonté de réduire le chômage, le gouvernement, à travers le ministère du Développement à la base, lance un nouveau projet, dénommé projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Il est porté à la connaissance des acteurs de développement et des jeunes eux-mêmes dans les différentes régions économiques. Le projet est orienté vers le secteur agricole. Il a été élaboré pour intervenir en vue de la création des chaînes agricoles et des entreprises agro-industrielles. Avec ce projet, le gouvernement entend mettre les ressources appropriées à la disposition des jeunes pour une amélioration conséquente au niveau de l'agriculture togolaise. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs est un projet qui vise à créer les conditions d'une croissance économique inclusive. Ce projet, qui a eu l'appui financier de la Banque africaine de développement, vise à travailler dans les filières agricoles porteuses. Il s'agit d'accompagner ces filières depuis la production jusqu'au produit fini sur la table de consommateurs, voire dans les différents segments de cette filière, quels sont les services possibles qu'on peut créer pour améliorer la production et ces services dans lesquels nous allons intégrer maintenant les jeunes en leur apportant un appui financier conséquent et un renforcement de capacités appropriées. Le projet va contractualiser avec une banque commerciale qui, à son tour, va sélectionner un certain nombre d'IME avec qui elle va travailler. Le mécanisme a prévu 3 guichets. 2 se retrouvent au niveau des institutions de microfinance.
L'un s'occupe du financement des paysans, éleveurs et groupements. L'autre s'intéresse au financement des petites entreprises agricoles. Les montants à ces deux guichets vont de 50 000 à 20 millions de francs CFA. Le troisième guichet est géré par la banque retenue. Les prêts qui seront octroyés à ce guichet sont de l'ordre de 20 à 150 millions. L'édition 2016 de la foire Adiafi, ouverte cette année à tous les pays de l'espace UEMOA, s'est achevée le 13 septembre dernier. Les organisateurs ont fait le bilan des activités menées. Des récompenses ont été aussi décernées aux partenaires et concurrents aux différents challenges. Marceline Tchakpala, Ramdan Bassina. La foire Adiafi, édition 2016, est désormais rentrée dans les annales. La satisfaction est générale, en témoignent les statistiques dévoilées par les organisateurs à ce cocktail bilan. 1200 exposants, 271 entreprises, 256 stands avec à la fin 132 000 visiteurs à raison de 7300 visiteurs par jour. Ouverte à l'espace UEMOA, la foire Adiafi, 5e édition, a enregistré 11 journées meublées de conférences et de communication. Une initiative de l'agence Maxcom, parrainée par le ministère du Développement à la base et qui vise la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Bilan globalement positif. En termes des avancées de la foire, nous avons noté pour cette année des avancées sur le plan institutionnel, la présence et la collaboration de la Chambre consulaire régionale UEMOA et de la Commission UEMOA, la présence à nos côtés de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, qui est à partir de cette année un partenaire de la foire Adiafi. Nous pouvons encore revenir sur le partenariat obtenu à travers le parrainage du ministère du Développement à la base, de l'artisanat de la jeunesse dans l'emploi des jeunes, qui nous permet d'avoir le soutien des départements du gouvernement. Cette édition a connu certes des manquements, mais si le bilan reste positif, c'est aussi grâce au soutien du gouvernement à travers les différents projets et programmes destinés aux jeunes et aux différents partenaires. La foire Adiafi a ainsi permis de découvrir les talents cachés des jeunes en entrepreneuriat et en art culinaire à travers le challenge Pépites d'or et panier vert. Notre projet, c'est une boisson de fruits faite à la base de la pastèque, l'orange, le melon et l'ananas. On a fait une innovation et c'est ça qui a été encouragé par les membres du jury et ceux qui ont eu à décider de notre sort. C'est un sentiment de joie, de travail accompli. C'est les croquettes de patates douces à la togolaise que nous avons essayé de transformer pour obtenir des croquettes. Ça peut être des sentiments de joie. Les organisateurs pensent déjà à l'édition 6 qui se tiendra probablement courant août-septembre 2017. L'accent sera mis sur le volet renforcement des capacités en initiant des stages, des formations pratiques sur le marketing et la communication. La rentrée académique 2016-2017, c'est pour bientôt au Togo. Les préparatifs ont commencé à l'université de Kara avec l'orientation des nouveaux bacheliers. La direction des affaires académiques et de la scolarité a organisé à cet effet une journée d'information. Nestor Mouzou. Les anciens étudiants ont déjà commencé leurs inscriptions. Les nouveaux bacheliers ne pourront le faire qu'après cette journée d'information. La direction des affaires académiques et de la scolarité de l'université de Kara tient cette journée pour donner des explications aux nouveaux étudiants sur les conditions d'inscription, le fonctionnement de l'université et les différentes filières disponibles dans cette institution. Au cours de cette rencontre, le système en vigueur, le système LMD, est largement abordé. Beaucoup d'informations sont données sur le système, sur les avantages du système, mais surtout
sur les exigences du système LMD. Ensuite, les nouveaux bacheliers sont informés sur les débouchés par rapport aux études qu'ils peuvent envisager de faire. Cette étape est importante pour limiter les échecs liés au mauvais choix. Les informations reçues sont très utiles aux nouveaux bacheliers. Certains n'ont plus de doute sur leur choix. Moi-même, je voulais faire le droit pour devenir avocate. Donc aujourd'hui, avec la séance de raconte, j'ai su beaucoup de choses, mais je tiens toujours dans ma faculté de droit. Moi-même, je choisis prendre la géographie, puisque après leurs détails, j'ai vu que je peux m'en sortir en géographie. Peut-être devenir enseignant en géographie. Cette année, à l'Université de Kara, l'inscription se fera uniquement en ligne. Cette inscription en ligne, bon, on l'a voulu pour pouvoir désengorger les lignes interminables que font les étudiants chaque année à la direction des affaires académiques pour pouvoir s'inscrire. Donc l'étudiant pourra tirer les fiches et venir faire le dépôt définitif à la DAS. Donc s'il arrive à s'inscrire et payer à la banque, il peut remettre, même si lui-même ne se déplaçait pas, il remet à une telle personne, la personne pourra faire le dépôt. Le site de la DAS particulièrement, c'est www.das.univ-kara.net. L'Université de Kara dispose de 5 facultés. La Flèche, la faculté des lettres et sciences humaines, la FASEG, faculté des sciences économiques et de gestion, la FDSP, faculté de droit et des sciences politiques, la FAST, faculté des sciences et techniques, et la dernière née, la FSS, faculté des sciences de la santé. La rentrée est prévue pour le 17 octobre. Que ce soit au primaire, au collège ou encore à l'université, les matières scientifiques dont les mathématiques sont incontournables. Elles se retrouvent presque dans tous les domaines. À quoi servent concrètement ces matières scientifiques et quel intérêt pour l'apprenant de les maîtriser? Les explications dans ce dossier réalisé par Nathalie Baneghe. Menuisier de profession depuis 3 années, Segla, à l'aide de son outil de mesure, se sert des mathématiques pour fabriquer des portes, des armoires et autres objets en aluminium. Tout comme la menuiserie alu, la soudure, le carrelage, ils sont nombreux les métiers qui font toujours appel aux cours de mathématiques et de physique-chimie. Le travail d'aluminium, c'est un travail qui est basé sur la mathématique. Sans faire les calculs, tu ne peux pas le faire parce que c'est avec les calculs qu'on fait tout ici. Donc, pour les profiler maintenant là, si tu ne peux pas faire les calculs, tu es obligé de garder le travail. La mathématique est primordiale pour le travail qu'on fait ici. Visiblement, qu'on ait fréquenté ou pas, que ce soit dans le secteur formel ou informel, les matières scientifiques sont incontournables. Ici, nous sommes dans un laboratoire scientifique destiné aux élèves et l'on y démontre l'importance des disciplines scientifiques une fois la pratique associée à la théorie. Ça lui permet d'améliorer la compréhension et d'assimiler les cours théoriques qu'on leur donne en classe, par exemple. Un élève qui arrive à manipuler un microscope, par exemple, cet élève, déjà, il acquiert des habitudes d'un médecin. L'électrolyseur, c'est beaucoup plus pour décomposer une solution. On peut décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Et nous savons très bien l'utilité de l'oxygène pour la vie d'un être humain. Des kits de dissection pour pouvoir disséquer un animal
et regarder au fond de l'animal quels sont les organes qu'on a, isoler même le cœur pour pouvoir observer l'automatisme cardiaque enseigné au collège et au lycée. Dès le bas âge, l'élève peut donc trouver son idée d'entreprise et en faire son emploi futur. Les disciplines scientifiques en général, nous avons la théorie qui donne l'information scientifique à l'élève, mais la pratique qui lui permet d'innover, de fabriquer des appareils pour pouvoir servir à l'homme. J'ai montré tout à l'heure un montage en série et un montage en parallèle. Lorsqu'on prend le montage en parallèle, l'enfant peut fabriquer des multiprises et les vendre. Ou alors, j'ai parlé de l'oxydoréduction. Quand on prend l'oxydoréduction, un enfant qui a vu ça déjà en classe de 4e, ces enfants savent fabriquer des voitures avec des cartons ou bien des boîtes de conserve. Alors il lui suffit d'associer l'oxydoréduction à sa fabrication. La voiture va marcher, ça devient un jouet qu'il peut vendre. Alors, s'il est vrai que la pratique permet à l'élève de mieux comprendre la théorie et d'augmenter ses notes en classe et aux examens, une chose est sûre, c'est également dans la pratique que l'élève pourra développer les talents d'un grand inventeur. La question de promotion du genre féminin et de l'égalité des chances se retrouve au cœur des réflexions, surtout dans les pays en développement. L'implication complète des femmes dans le processus de développement de ces États constitue aujourd'hui un défi majeur à relever. C'est dans cette perspective que le Togo a abrité cette semaine le Forum de promotion de la femme, échanges internationaux, recherche et académie. Wafira, Viviane Souvi, Clarisse Atticlé. Au Togo, les femmes sont peu nombreuses à exercer dans l'enseignement supérieur. À l'université de Lomé, elles sont 60 sur 591 enseignants et à l'université de Kara, 13 sur 135. De même, très peu atteignent le grade de professeur titulaire. L'Office allemand d'échange universitaire DAD veut alors renverser la tendance à travers ce forum de promotion de la femme universitaire. Une plateforme pour inciter les femmes à émerger dans le milieu universitaire. On a beaucoup d'espace entre les ateliers pour un échange libre entre les femmes, parce que c'est ça qui va vraiment renforcer leur possibilité de carrière. S'ils sont dans un réseau de professionnels et aussi si elles sont des mentors qui peuvent les soutenir dans leur carrière. Bien sûr, comme c'est soutenu par le DAD, on espère aussi que on veut créer l'égalité des chances pour la candidature des bourses chez le DAD. On espère qu'on peut augmenter aussi le nombre de candidatures de bourses des femmes. L'opportunité est offerte aux femmes enseignantes chercheurs venues du Bénin, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Togo de prendre conscience de leurs compétences et de les renforcer. L'ambassade d'Allemagne au Togo accorde son soutien à cette initiative. Je félicite donc cette initiative de quelques anciennes boursières du DAD qui a pour but d'augmenter la participation des femmes dans les sciences et les universités. Il faut communiquer, il faut créer des réseaux des échanges de vues. Il faut des listes des femmes qui ont réussi au monde académique pour partager les informations. Les histoires des femmes qui sont arrivées à la direction d'une faculté, d'une université ou d'un institut de recherche
sont importantes parce qu'elles peuvent faire rêver les jeunes étudiants de leurs possibilités et parce qu'elles peuvent servir de modèle. 35 femmes auront donc la possibilité tout au long du forum de se mettre en réseau pour accéder aux bourses d'études afin de faire carrière dans l'enseignement supérieur. L'Office togolais des recettes OTR poursuit ses séances de sensibilisation sur le civisme fiscal. C'est pour amener les contribuables à payer volontairement les impôts qui serviront à construire, par exemple, des routes et des écoles. Emmanuela Diaclo, Christine Petit-Kialvede. La campagne de rapprochement entre l'administration fiscale et les contribuables a marqué un arrêt à Aflao Sabado. Les populations de ce canton ont été édifiées sur le bien fondé des impôts et les obligations fiscales. Nous leur avons fait comprendre le bien fondé de l'impôt, ce qu'on fait avec l'impôt et pourquoi il faut payer l'impôt et quelles sont les obligations qui leur incombent en matière de paiement d'impôts. Nous avons signifié aussi les droits dont ils bénéficient, les droits dont ils bénéficient à l'endroit de l'Office togolais des recettes et pour que toute cette population n'ait pas une idée négative du rôle que joue l'impôt dans la population. À travers cette campagne dénommée Ma contribution, l'OTR entend ainsi emmener les populations de différentes régions du Togo à s'approprier les notions et les avantages liés au paiement des taxes et impôts. C'est une bonne initiative pour nous, et les habitants ou bien toute la population d'Aflao Sabado. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance du paiement des impôts. Mais aujourd'hui, on sait bien que c'est la population qui doit contribuer à la constitution du pays. L'OTR vient de faire comprendre à la population aujourd'hui que plutôt c'est pour lutter contre quoi? La corruption dans le pays et de promouvoir le développement du pays de part et d'autre, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Ce projet de l'OTR bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement. Cette sensibilisation se poursuivra sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux contribuables de percevoir l'impôt comme leur contribution au développement du Togo. Le téléphone portable a de nos jours pris une place très importante dans notre société. Cet appareil a révolutionné les moyens de communication et permet à quiconque en possédant un de pouvoir communiquer. Le téléphone portable est devenu donc un objet quasi indispensable. Qu'est-ce qui fait alors sa popularité? Peut-on s'en passer ou plutôt vivre sans portable? Certains vous diront oui. Esther Laclé a recueilli quelques propos dans le dossier qui va suivre. Regardez. Une journée sans téléphone mobile, autant demander l'impensable et tenir à l'impossible une majorité de personnes. C'est devenu un outil indispensable et incontournable dans le quotidien. C'est avec le portable que je fais les affaires ou autres là. Donc sans le téléphone, je ne sais pas le. Moi je vends les chaussures. Donc du coup avec les taupes des chaussures, j'essaie de publier ça à mes amis. Donc du coup ça passe vite. Le marketing passe vite. En 2010, le téléphone mobile atteignait la barre symbolique des 5 milliards d'utilisateurs. Une croissance explosive accompagnée de l'apparition d'une nouvelle névrose qui est la nomophobie, qui est la peur d'être séparé de son téléphone portable. Si tu parles toute une journée sans ton
portable ou bien sans avoir allumé ton forfait internet, tu pourrais enregistrer jusqu'à 2000 messages par jour. Donc le mieux c'est de se conformer, quoi. Moi, je peux pas. Pour dire vraiment, je ne peux pas passer une seule journée sans mon portable. Parce que c'est toute une famille que j'ai ici, quoi. Je peux pas. Même si j'ai pas de connexion, si j'ai la main comme ça, là, je me sens mieux bien, quoi. Si j'ai rien fait, je reste toute la journée sur mon portable. Non, je peux pas passer toute une journée sans mon portable. Parce que c'est utile pour moi. Tout d'abord, mon portable, c'est mon ami. Donc, avec mon portable, je fais tout. J'effectue des travaux de recherche, hormis WhatsApp. Être accroché à son smartphone, comme le fumeur à son paquet de cigarettes, stressé à l'idée d'être hors zone, sont les signes d'une addiction numérique. 60% de Togolais consultent leur téléphone au réveil, 30% les dégainent entre 10 et 25 fois par jour et environ 15% 50 fois par jour. Constance Osoulo, chef d'entreprise, est l'une de ces personnes qui ne voient pas l'utilité des portables. Le téléphone cellulaire, c'est un ennemi, j'aime pas ça en fait, et je m'en sors très bien sans ça. Et puis habituellement à Montréal, je peux travailler, je peux rester toute une année sans un téléphone cellulaire. Et quand vous m'écrivez par courriel, vous envoyez un email, je peux répondre dans une heure. Mais quand vous m'appelez, vous me laissez un message, je vous reçois un appel dans un mois. Donc je peux m'en passer. Le téléphone cellulaire, c'est pas absolument nécessaire. Et je m'en sors très bien. Le téléphone fixe au bureau et à la maison, ça fait mon affaire. Et pour un meilleur rendement dans son entreprise, les téléphones portables sont interdits aux heures de service. On essaye d'inculquer aux employés locaux des habitudes de travail et pour qu'ils soient plus productifs, donc qu'ils ne perdent pas du temps pour faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Et genre, lorsqu'on arrive le matin, on prend le téléphone de tout le monde, on le met dans un sachet et puis c'est dans un tiroir, c'est fermé à clé. Et à midi, aux heures de pause, on donne aux employés le téléphone. Ça évite de faire du WhatsApp pendant que on va travailler parce que nous, on perd de l'argent si les employés ne sont pas concentrés. Et également, au niveau du service à la clientèle, ça baisse au niveau de la réactivité des employés qui sont occupés à faire des affaires comme aller naviguer sur Facebook ou faire du WhatsApp. Si le téléphone portable occupe beaucoup de place dans le quotidien des Togolais, c'est parce qu'il sert plus qu'à passer des appels. Ce sont les services de messagerie instantanée et les textos qui constituent l'activité principale. Les Togolais préfèrent même utiliser les applications les moins onéreuses comme Skype, Viber, WhatsApp au détriment des traditionnels SMS. L'homme se connecte en moyenne 100 000 heures à l'échelle d'une vie. Un temps qu'on pourrait exploiter autrement, sans oublier l'exposition des yeux à l'écran. Mais au-delà de ces inconvénients, les téléphones mobiles sont des outils qui servent énormément dans le quotidien de ses utilisateurs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée et à samedi et dimanche prochain à 20h.